Il était une fois une île vierge de toute présence humaine. Une île recouverte d'une épaisse forêt, habitée par une faune et une flore uniques, riches et fragiles à la fois. Et lorsque l'homme découvre cette île et commence à l'explorer, puis à l'exploiter, de nombreuses espèces endémiques disparaissent, décimées par la cupidité de l'homme et les mauvais tours de la nature. Au début des années 1970, l'État mauricien et des organisations non gouvernementales entreprennent de sauver des espèces de l'extinction. Après des décennies de conservation, 9 espèces d'oiseaux endémiques survivent. Des espèces comme la cresserelle, l'oiseau national, la grosse cato verte, le pigeon des mares ou encore l'oiseau à lunettes. Partons sur la piste de la grosse cato verte, le parakeet. Croisons le vol d'autres espèces pour découvrir comment dans nos forêts, des hommes et des femmes sauvent des oiseaux uniques au monde. Le point de vue est celui des gorges de la rivière Noire, le parc national, le poumon de l'île. Il y a 4 siècles, l'île Maurice était comme cela. En ce mois de janvier 2022, nous empruntons un sentier dans la forêt de Pétrin, en compagnie d'une équipe de la National Parks and Conservation Service et de la Mauritian Wildlife Foundation. Nous allons prendre pour mieux les sauver des oisillons parakeets à même leur nid. Là, normalement, nous avons un chick qui arrive 45 jours. Nous suivons depuis 19 même. Ça veut dire une équipe. Nous venons là chaque mois, nous venons checker quand nous arrivons avec breeding. Nous venons là depuis 2 semaines. J'espère que le chick là encore bon, c'est correct. Et là, on peut vérifier, là, on peut monter. On attendait un ban écho en tour. Ça veut dire peut-être le ban par an, ça. L'éco-parakeet en lui-même, c'est un succès. Si nous revenons à l'arrière dans les années 80, nous restons avec seulement 12 éco-parakeets dans la nature. Et avec la conservation, collaboration, le secteur privé, l'ONG et le ministère de l'Agriculture, nous arrivons actuellement à 750 à 800 éco-parakeets dans la nature. Mais même ça, à cause du changement climatique et avec une possibilité qu'il y a une maladie, avec un prédateur, il est bon que nous prenions ces chicks là, nous mettons dans les autres places. En cas sinon ça va un problème là. Dans la boîte là, il y en a 3 chicks. Une qui traîne là-bas, le 3e chick. Mais tous les 3, c'était très bon. Nous avons bien fait une sélection avant, nous choisir laquelle nous pouvons prendre. Comme ça, il n'y a plus beaucoup de chances qu'ils chancent le cachonnet pour manger. Quand ben chick là vient un petit peu plus grand, ben par là viennent moins souvent. Parce qu'ils sont sortis, ils font manger. Et chick là c'est grand, ils cave, ils correct plus longtemps tout seul. Mais on pensait peut-être un en tout, on ne peut pas trouver ça. Mais là au moins il y en a un chick. Il peut trouver 2 chicks manqués. Mais au moins il y en a un seul. Là, comme ça, il y en a moins fait l'eau femelle là, parce que ben cactus est intelligent. Ça veut dire nous devons faire attention qu'il nous pas en fait les autres quand nous faisons ce travail là. Le stress c'est un gros effet le cactus et ça a un effet plus tard au niveau behavioral. Chamarelle est sa cascade la plus haute de l'île. Les oisillons récupérés plus tôt sont déjà en route pour Ebony Forest où nous nous trouvons.
Partenaire dans la conservation de la faune et de la flore, Ebony Forest abrite des volières et c'est ici que seront élevés les bébés parakeets avant qu'ils ne soient relâchés. Ils viennent d'être extirpés du nid, il faut donc prendre des précautions et parler doucement. D'abord, je vais regarder ce qu'on appelle en anglais le vent, donc pour voir s'il a bien digéré sa nourriture que les parents lui ont donnée. Ça nous aide à savoir si l'oiseau a un problème digestif ou pas. Ici, on voit que tout est propre, donc ça veut dire qu'il n'a pas de problème de digestion. La seconde chose qu'on va regarder, c'est l'état du bec et de la bouche pour savoir s'il n'a pas de maladie. Donc là, on peut voir qu'il n'a pas de maladie. On va ensuite regarder aussi ce qu'on appelle en anglais, c'est le crop, donc le gésier de l'oiseau, pour voir s'il a été nourri ou pas par ses parents. Si on voit que, vous voyez ici par exemple, on voit que c'est un oiseau assez jeune, parce que ici c'est jaune, donc ça veut dire qu'il a toujours un petit peu de graisse que les bébés oiseaux y ont. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il a été bien nourri par ses parents. Par contre, il n'a pas beaucoup de nourriture dans le gésier, donc on va le nourrir cet après-midi à la seringue. On regarde aussi les plumes pour voir s'il est en bonne santé. Parce qu'au fait, les catovèdes sont souvent victimes de ce qu'on appelle le PBFD, qui est une maladie des plumes et du bec. Donc si souvent on voit que les plumes sont un peu dépaillées et que c'est un peu jaune, ben on sait qu'il a tendance à avoir le PBFD. Ici, les plumes sont relativement ok. Comme vous voyez, les plumes des queues ne sont pas dépaillées. Donc c'est un oiseau en bonne santé. On va le remettre dans le sac et on va le mettre dans la boîte. La grosse cato verte, ou Echo Parakeet, c'est l'un des oiseaux les plus rares au monde, quelques centaines de spécimens. Un programme d'élevage et de relâchement dans la nature a permis de la sauver. L'Union internationale pour la conservation de la nature l'a classée depuis 2019 sur la liste rouge des espèces menacées. Elle n'est plus en danger, elle est vulnérable. Historiquement, le cateau vert, la grosse cateau verte de Maurice est étendue sur toute la surface de l'île, mais avec la déforestation et autres problèmes, nous retrouvons contactés au milieu des gorges de la rivière Noire. Donc tout le travail aujourd'hui consiste à faire zot peupler, multiplier et ensuite étendre cette distribution à travers l'île. Donc il y a déjà une population dans la gorge de la rivière Noire, il y a une portière Belle-Ombre, mais il y a une gap au milieu que les oiseaux pas passer. Donc si nous établissons une population ici à Chamarel, nous avons un corridor entre Belle-Ombre et gorge de la rivière Noire. Ça permet d'étaler plus la surface du territoire. Et ça demande beaucoup de patience et beaucoup de précautions. Beaucoup de patience, beaucoup de précautions, de préparation, parce que malheureusement, les oiseaux-là ne pas distribuer par eux-mêmes. Ils ont tendance à rester sur leur site natal. Donc nous installons une boîte artificielle pour les nicher, mais ils ne pas venir naturellement. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une translocation, une relâchée pour faire établir dans de nouveaux endroits. J'ai déjà essayé dans le passé, mais avec des oiseaux qui sont un peu trop vieux, qui ne retournent aux autres sites d'origine. Donc c'est pour ça aujourd'hui, cette nouvelle translocation-là, il peut essayer un procédé un petit peu différent. Nous prenons des oiseaux-là plus jeunes, nous pouvons nourrir dans une boîte d'envolière et nous pouvons espérer qu'à la sortie, nous pouvons associer Ebony Forest Chamarel comme autre lieu de résidence. Qu'est-ce que vous leur préparez à manger comme ça? C'est une mixture pour les bébés oiseaux, spécialement fait pour les perroquets, qu'on juste à mélanger, on donne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Corn, wheat, il y a un mélange de tout que les bébés perroquets auront besoin pour grandir.
Et tous les matins, c'est comme ça. Tous les matins, c'est comme ça. Ouais. Et les après-midi aussi. Les premières heures dans un nouvel environnement sont cruciales. Les oisillons vont-ils s'adapter aux nouveaux sons, à la nourriture? Vont-ils prendre des forces et être prêts dans quelques semaines? Les conservationnistes sont aux petits soins et chaque jour apporte son lot d'expérience et de connaissances. Ils sont patients. Dans quelques semaines, ils récolteront le fruit de leurs efforts. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on attend le relâcher de l'éco-parakeet à Ebony Forest parce qu'on a l'habitude de faire des relâchers de l'éco-parakeet quand ils sont beaucoup plus âgés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà des juvéniles indépendants. Tandis que là, les bébés que nous avons ici, certains n'ont toujours pas quitté le nid et certains viennent de quitter le nid, donc ils sont beaucoup plus jeunes, ce qui fait que la seule maison, environnement, ce sera Ebony Forest et qu'on ne connaîtra pas d'autres environnement en fait. Donc c'est pour ça qu'on essayait ce procédé-là pour être sûr qu'il y a un rattachement à Ebony, pour qu'il y ait une population principale qui se forme d'ici. On aura compris qu'il y a une sorte de relation avec ces oiseaux-là. Comment vous vivez ça, vous, comme scientifique, mais en même temps, personnellement? En tant que scientifique et conservationniste, il faut se détacher des oiseaux. Il faut savoir, en tant que personne, on est attaché à eux, mais il faut faire le maximum pour qu'eux ne s'attachent pas à nous. Attachés au site, oui, mais pas à nous. Donc on ne leur parle pas. Quand on leur donne à manger, on essaie de faire le plus vite possible. Voilà, essentiellement. Pour revenir sur le comportement des oiseaux, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur leurs habitudes, sur leur développement, leur épanouissement? Au départ, quand ils sortent de la boîte, ils sont encore très nouveaux, donc ils sont encore très tranquilles les 2-3 premiers jours. Après, ils vont commencer à explorer. Donc, ils sont dans la volière, ils vont commencer à bouger de perche en perche sur les branches. Ils vont commencer à mordiller les branches, les feuilles, et ensuite ils vont commencer à toucher aux fruits et légumes qu'on a mis pour eux. Et en même temps, ils vont commencer à apprendre à voler. Donc, voler de perche en perche assez proche. Donc, le premier qui est sorti, il a eu un peu le rôle de leader parce on l'a vu partir chercher les autres dans leur boîte. Donc, et une fois que les autres sont sortis, on les voit suivre le premier pour apprendre ce que le premier a déjà compris. Donc, c'est des animaux sociaux. Et ça se voit dans leur comportement, comment ils apprennent l'un de l'autre. On a été témoin des pigeons qui venaient mordiller des graines. Le pigeon, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Alors, au fait, le pigeon, il se nourrissait de fruits endémiques qui viennent du bois balai. Donc, le pigeon, un peu comme l'akato, mange des graines et des fruits. Et ils sont très fans du bois balai, qui est un arbre endémique à Maurice. Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de restaurer l'écosystème. Donc, autant qu'on va emmener des oiseaux endémiques, on va aussi emmener des plantes endémiques pour les satisfaire au maximum en fait.
Il y a 30 ans, en 1994, l'État crée le premier parc national, celui de Rivière-Noire. 150 variétés de plantes, 9 espèces endémiques d'oiseaux, sous la menace des éléments, des cyclones, comme celui de Batiraï en 2022. Mais la faune et la flore résistent, au temps et à l'insouciance. 6500 hectares, 3,5% de la superficie de l'île. Un sanctuaire à préserver et à protéger à tout prix. Sitôt un cyclone passé, les officiers de la National Parks and Conservation Service arpentent les sentiers afin de constater les dégâts et de décider de la réouverture du parc. Ils inspectent aussi le camp, une station scientifique où chaque jour, des scientifiques de la Motion Wildlife Foundation étudient, observent et sauvent des espèces endémiques. C'est le royaume des pigeons des mares et des parakeets. Nous sommes toi dans ce camp-là, ici nous entourés de oiseaux extraordinaires qui disent pas l'occasion de trouver. Qui m'a été atterri ici? Ben, c'est pas une simple application que vous trouvez sur Facebook. Pour mon amour dans la nature, mon appliqué, moi c'est mon sens. Et là, mon atterri là aujourd'hui. Et tous les jours tu trouves pigeons des morts, tu trouves éco-parakeets, peut danser devant toi. Oui, tous les jours vous trouvez, mais il y a les autres oiseaux, il y a le coucou strike, le Mauritian bulbul, qui beaucoup de monde pas connaît ici Maurice, qui existe dans Maurice. Mais ouais, tous les jours moi toujours, mon mari content, tant d'autres le matin, après avant d'aller dormir ici. C'est un vrai plaisir. Tu es là, tu es un field worker, donc tu occupes eux, tu observes eux, tu prends des notes. Qui te peut apprendre de ces oiseaux là? Mais là, depuis moi là, ce qu'ils m'ont appris, par exemple, un oiseau comme un éco-parakeet, mais très intelligent. Ils ont une propre personnalité. Chaque individu différent, c'est pas pareil. Mais depuis moi là, on apprend ça. Et je t'ai fait passer dans une breeding season que nous trouvons comme une maman vraiment protective, qui est toujours là pour se battre petit, qui dans la nature, comment dire, c'est la beauté de la nature. C'est un plaisir qui t'a envie de partager avec des enfants par exemple, qui n'ont pas eu l'occasion de trouver ça. Tu as des photos, tu as envoyé, tu as raconté, comment tu fais ça? Oui, bien sûr. Mon scout, grand B, qui m'a fait découvrir une photo. Après, je pense ici, tout le monde déjà connaît, vu que c'est uniquement de Maurice qu'il y a, mais il y a une fierté pour nous aussi. Pareil, comment ça l'année là, une déclare kestrel, nos oiseaux nationaux. Il y a une fierté pour nous. Les kestrels là, ils ne pas danse avec les autres qui ici là, c'est bizarre, rodli ça. Oui, c'est bizarre, mais il est un peu plus indépendant. Il est plus indépendant, pas lui tout seul. Donc, il connaît la chasse, il connaît nourrir. Il est un peu pareil comme un éco-parakeet, il est intelligent, mais le côté plus agressif. Nature, il aime un prédateur. En matin, nourrir les oiseaux là, mettre manger de bonnes mangeoires là. Après, je finis par moi pour mon site, mon boîte, je vérifier. Il y a un coup de comment pour été, ça joue là, et mon note, mon prend ma note. Donc, tout le monde a fait bizarre record pour nous connaître qui peut arriver au terrain. Aujourd'hui, il arrive à des affaires de notables. Est-ce que tu as une remarque à une affaire particulière? Non, pas trop. Ah ouais, saison une presque finie. Donc, les oiseaux avaient trop servi boîte. Il y a des montagnes, les autres oiseaux qui occupent une boîte là. Concernant les oiseaux endémiques là, est-ce qu'il y a une anecdote, un moment, une affaire qui t'ont trouvé, qui t'ont witness, qui est différent des autres affaires? Oui, comment vous dire, je bien protectif. Comme une maman, franchement, comme une maman. Quand je protège les petits, ou quand fait tout ce qu'il voulait, je ne vais pas vous quitter les petits, je disais non. C'est très impressionnant
enfin, ban écho, ban oiseaux qui montrent une personnalité comme ça. Moi, je travaille sur Pigeon des Morts. Normalement, mon plus gros travail, c'est mon zéro de Bani, plutôt parce que, comment dire, Pigeon, ici, c'est population assez grande comparée à avant. Je pense depuis 1974, nous avons juste deux pigeons qui brillent des autres. Il y a 100 populations ici, mais nous faisons tous les temps guet-bana, surtout comme un problème prédateur qui nous gagne beaucoup ici. Surtout les pigeons, facilement, je pas comme un éco-paraquis, tout kestrel qui s'est envolé tout en bas. Donc, tous les jours, on faisait checker mon trappe. Il y en a 29 trappes qui nous faisaient checker. On fait poison toutes les semaines pour les rats pareil, parce que c'est ma main prédateur que nous gagnons. Donc, on a ça, les rats, mangousse, ça m'en a fait là. Après, sinon, on fait un peu de phénologie pour qui m'a pied, qui m'a pigeon manger. C'est d'habitude cette fille de pied endémique plus qui m'a pied exotique. Elle est vraiment différent des manières de travail. Ici, nous visons un peu plus pour nous-mêmes, apprendre tout pour nous-mêmes, rien à voir avec qui nous avons là ou nous qui je fait ça comme ça, non. C'est tout d'après nous planning, tout à fait nous-mêmes nous faire. Donc le matin, je me lève, je me dis aujourd'hui, j'ai envie de faire tel travail parce que c'est ça le plus important, disons aujourd'hui. Donc je fais ça comme ça, je ne prends aucune pression non plus. Je fais d'après moi et aussi je pense que j'ai envie de gagner l'expérience comme ça parce que nous pouvons vivre en communauté avec 10 différents du monde, 10 différentes personnalités, donc ça aussi c'est un plus, je pense. Le fait de les voir évoluer, grandir, observer notre bonnes affaires, je suppose que ça aussi un super bonus pour eux. Définitivement. Comment tu peux décrire ça, ce qui te peut vivre? D'habitude, si quelqu'un me demande des hauts, qui m'a vraiment fait ici, après garder des pigeons une journée, c'est, je ne sais pas, ici, comment je trouver un volière, ni des autres manger, complètement différents, comparé à d'autres habitats naturels. Quand nous trouvons, je peux faire un nid, premièrement, je peux aussi en bas, je peux avoir une branche, femelle là, ou mal là, il peut donner le tala pour même checker si pas branche ça, il est bon, il n'est pas bon. À ce moment-là, qu'ils ont fait ce nid, pendant les premiers jours, nous avons checké tous les jours, parce que la plupart du temps, les pigeons peut-être bruit 2 fois par an, qui est vraiment tigite, parce que la plupart du temps, ils sont infertiles. Donc, des fois, nous allons les rats infiniment, je disais, des fois, ils sont cassés, nous parents qui n'avaient où ça, les temps, ils viennent, donc, ils font, n'est-ce pas? Et donc, pour observer tout ça là, tous les jours, surtout, mais tout ça, vraiment bien, comme s'il y a une autre cas d'expérience même. Parce que nous vraiment avec eux, en fait. Il n'y a pas derrière une cage, comme dans un zoo, c'est pas quoi, non. Nous vraiment là, c'est dans eux l'habitant, en fait. C'est nous qui, locataires, vous êtes déjà ici. Est-ce que tu as un sentiment, tu es satisfait, tu es content, tu es confiante pour l'avenir, pour la protection des espèces? Quelque part, oui, parce que définitivement, avec ma génération, je trouvais que beaucoup de jeunes sont vraiment intéressés avec ça, mon affaire-là, et je commence à connaître l'importance. Ça m'a dit, parce que si tu connais ça, l'importance de tu peux toujours là. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'ils nous éduquent du monde là. Peut-être pas juste comme un kestrel, mais je pense même moi, en particulier, l'existence pigeon des morts avant de là. Donc, je pense qu'il est important qu'il nous fait tout le monde connaître, qui est là, toujours là, vivant. Et il n'est pas juste une attraction, il est juste que vous êtes contribuer pour que la population aussi augmente et il n'est plus en danger. Dans 50 ans, comment tu vois cet endroit-là? Qui ça va ressembler? Donc depuis la Mauritian Wildlife, financièrement, je pense que j'ai fait beaucoup de progrès. Donc 50 ans, c'est beaucoup. Peut-être ne pas vous êtes staff ici à ce moment-là. On pensait maintenant pour vous être capable de vivre pour eux, pour, comment dire, indépendant.
Quelques semaines plus tard, en février 2022, nous sommes de retour à Ebony Forest. Il y règne ce matin une certaine agitation. Dans les volières, les parakeets sentent que quelque chose va se passer bientôt. Ils ont pris du poids et de l'assurance. Ils sont enfin prêts. Ils vont être lâchés. Un événement pour la communauté des scientifiques. C'est un jour attendu, un jour important, un jour capital dans la vie de ces oiseaux. Oui, bien sûr, parce qu'ils seront relâchés aujourd'hui. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'ils vont commencer leur vie en tant qu'oiseaux libres et qui pourront avoir un rôle dans l'écosystème ici. On sent un peu d'impatience. Oui, bien sûr, ils sont prêts maintenant, ils sont grands. Alors c'est super de voir qu'ils ont pu interagir avec les autres oiseaux qui venaient autour, notamment le pink pigeon, le martin, beaucoup. Et c'était super de voir qu'ils ont déjà un mécanisme de défense envers ces animaux. Donc du coup, ils sont plus que prêts, ils sont indépendants, ils se nourrissent seuls, ils volent très bien. Et ils savent où sont les fenêtres ici. Donc du coup, ils sont toujours en marche dans les fenêtres, très impatients de sortir. Donc on est très content de pouvoir les relâcher aujourd'hui. Ouais. Il y a un cyclone qui n'est pas passé loin. Est-ce qu'on a noté pendant ces 48 heures de présence d'un cyclone dans nos parages une attitude différente de la part des parakeets? Est-ce qu'ils étaient inquiets par exemple? C'est quelque chose qui nous inquiétait parce que ce sont des oiseaux qui n'ont jamais connu encore la liberté. Donc ils ne savaient pas c'était quoi un cyclone avant, ils ne savaient pas c'était quoi des fortes pluies et le vent très fort. Et du coup on a été agréablement surpris parce qu'ils se sont très bien abrités. Ils sont restés secs pendant tout. On a fait plusieurs watts, on a fait les feeds 2 fois par jour. On a réalisé qu'ils étaient toujours secs. Et puis on a laissé les boîtes aussi dans la volière, comme ils auraient eu dans le watt pour s'abriter. Ils auraient pu rentrer dans leur nid si besoin. Ils ne sont pas rentrés. Donc c'est vraiment un bon signe qui montre qu'ils sont indépendants aujourd'hui. Quand ils vont être libres, ils vont le savoir. On s'attend à quoi de la part de leur façon de vivre? On pense que les premiers jours, ils vont retourner à la volière, déjà pour se nourrir, parce que c'est quelque chose qu'ils sont habitués. Ils sont habitués aux fruits. On ne va pas arrêter les fruits. Tout au long de l'année, on voudra donner des fruits pour qu'ils savent qu'il y a une nourriture principale s'ils en ont besoin. Si dans plusieurs années, ils ont de petits, ils vont savoir que justement, il y aura toujours un backup ici. Mais on espère aussi qu'ils explorent autour, bien sûr. Pourquoi pas qu'ils aillent découvrir des boîtes qui seront plus haut dans la forêt à Ebony ici. Donc on va vraiment observer leur interaction, voir de quoi ils se nourrissent dans la forêt ici, s'ils ont de la nourriture ici, si les arbres sont idéaux pour eux. On va vraiment observer plus le côté behavior. Donc est-ce qu'eux, ils auront déjà des affinités entre eux, en certains oiseaux? Est-ce que ce sera des futurs pères plus tard? C'est vraiment toutes ces choses-là qu'on va observer parce qu'ils sont trop jeunes pour faire des nids encore. Donc du coup, on va vraiment se concentrer sur l'aspect social, donc entre eux, et aussi sur de quoi ils se nourrissent. À Ebony Forest, le fruit d'un travail ardu est sur le point d'être récolté. Le résultat d'efforts constants depuis des décennies. Il reste beaucoup à faire, mais la passion et la confiance sont des moteurs clés. Les partenaires dans cette délicate opération de sauvetage d'une espèce sont bien décidés à éviter le pire. Vraiment, c'était une chose extraordinaire. On a pu relâcher 10 bébés éco-parakeets pour le faire réintroduire dans cette forêt à Ebène, à Chamarel. Et cette forêt, c'est le domaine. C'est le domaine du pigeon d'aimar, de la cresserelle, de l'éco-parakeet. C'est ce dont vous rêviez? C'était mon rêve. Quand on a acheté ce terrain, on a voulu restaurer la forêt, mais pour restaurer la forêt, il faut aussi restaurer les ecosystem functions of the forest, qui veut dire remettre les oiseaux qui ont disparu, remettre les reptiles qui ont disparu, etc. Alors, ça fait partie de ce projet qui va continuer. Ce n'est pas fini là, ça va continuer. Quel regard vous portez sur tous ces efforts dans ce process? Ouais. Pour répondre globalement, si on voit l'état de la planète Terre maintenant, on peut être vraiment désespéré. La situation est très grave.
mais il y a des lumières d'espoir. Et certainement, les efforts qu'on a fait ici à Maurice, quand je dis on, je ne veux pas dire moi, je veux dire National Parks, Mauritius Wildlife et les autres ONG, y compris nous un petit peu, qui ont fait l'effort de sauver les oiseaux, les pink pigeons, les éco-parakeets, c'est vraiment extraordinaire. Et pour les éco-parakeets, j'étais en train de parler avec le chef de l'NPCS il y a 30 minutes. Il m'a dit dans les années 70, il y avait moins de 10 éco-parakeets. Maintenant, il y a 800. Alors vraiment, ça c'est une lumière, une chose formidable. Ça nous donne l'espoir pour la planète Terre. Ces espèces qu'on est ici aujourd'hui, on a relâché la grosse cateau, mais malheureusement, même si on lâche beaucoup plus de grosses cateaux, il faudra toujours par derrière un suivi constant. Parce que si on arrête nos efforts, la population va commencer à diminuer. C'est un effort constant, c'est un effort qui coûte en termes d'investissement personnel, mais aussi en termes d'argent. Et c'est toujours long terme. C'est un travail de 2-3 ans qui commence à porter ses fruits, mais c'est du long haleine. C'est du travail de 30, 40, 50, 100 années. C'est sur ce scale-là qu'on est en train de travailler. Et parfois, c'est un petit peu difficile de faire comprendre aux personnes l'étendue de l'effort et la continuité qu'il doit y avoir sur l'effort. Sauf que nos efforts ont commencé à porter ses fruits et c'est un effort soutenu depuis beaucoup d'années maintenant. Nous avons la population de l'éco-parakeet qui touche les 800 individus maintenant. Et avec le breeding season de Saint-Vincent, probablement on va dépasser les 900 individus, peut-être plus. Pour le pigeon, on est en train de stagner un petit peu à 400 individus. Et là, il y a un gros programme qui malheureusement était un peu perturbé par le Covid, où nous avons perdu une certaine diversité génétique dans la population locale, mais qui heureusement se retrouve toujours dans une population qui est maintenue en captivité à travers les zoos, à travers le monde. Alors nous avons un programme de reproduction en ce moment où on est en train de sélecter ces oiseaux en captivité et produire des individus avec cette génétique qu'on a perdue localement. Et là, la première réintroduction a été faite il y a 2 ans de cela, de 4 mâles qui sont venus de Jersey. Et avec le temps, nous avons un plan de réintroduire petit à petit cette génétique dans la population. Bien sûr, quand les individus vont se produire des petits, on espère qu'à ce moment les petits vont aussi hériter de cette partie de génétique qu'on a perdue. Mais Covid, malheureusement, a décalé un petit peu le programme. On espère peut-être le reprendre un petit peu. Et ça aussi, c'est un travail de long terme parce que quand vous allez lâcher les oiseaux en milieu naturel, il y a beaucoup de facteurs qui sont hors de notre contrôle. Et tout ça est quand même un processus qui prend du temps. Et après, tester, voir génétiquement si ça a été le cas ou pas et renforcer. Alors, tout ce genre de travail-là se fait à différents niveaux, qui prend beaucoup de temps et que beaucoup de gens parfois ne comprennent pas. Ce qui est aussi important, c'est que nous, on fait de la conservation du biome comme principe. Tous ces individus sont importants pour le bon fonctionnement des forêts et du système. Vous parlez des cyclones. Ouais, le cyclone, c'est un gros problème pour pas mal de choses. Mais ce n'est pas vraiment un gros problème pour les espèces endémiques. Ayant évolué avec un système régulier de cyclones sur l'île depuis des milliers d'années. J'ai des expériences avec ce que moi j'appelle des petits cyclones avec des vents de 100 km/h ou moins. Et quand vous rentrez en forêt après, quand nous faisions le suivi des espèces, nous faisons le suivi des graines, tout ça pour collecter, il y a les fleurs qui sont encore toujours sur les arbres. Même pas les graines. Pour vous dire que 100 km/h pour une forêt endémique, surtout si elle est préservée et maintenue et pas fragilisée, pas envahie par les espèces exotiques, c'est quelque chose de normal. En 1997, on avait relâché 3 oiseaux de 3 grosses cateaux vertes apprivoisées dans la forêt de Maccabée. C'était une expérience qui aurait pu échouer, mais c'est une expérience qui a été une très grande réussite.
Donc avec beaucoup d'anxiété, on a relâché ces 3 oiseaux. On croyait qu'ils n'allaient pas pouvoir survivre, qu'ils allaient se faire bouffer par des singes et des chats ou des rats. Et ils avaient survécu, mais plus important que tout, et ils avaient pu montrer à d'autres oiseaux qui étaient dans la nature comment revenir pour se nourrir dans des boîtes où on donnait de la nourriture supplémentaire. Dans peu de temps, ces 3 oiseaux avaient attiré une quarantaine d'oiseaux qui étaient sauvages, qui venaient se nourrir et en plus qui avaient appris comment utiliser des boîtes nicheurs qu'on utilise toujours, qu'on a développé, qu'on a amélioré et qui est toujours en amélioration, et que les oiseaux qui sont sauvages ont commencé à se reproduire dans les boîtes nicheurs artificielles. 2 choses très importantes qu'on a pu faire à travers ces 3 oiseaux, et aujourd'hui c'est le 5e site de relâcher de grosses cateaux vertes qu'on a à Maurice. C'est-à-dire on avait commencé par Maccabée, par la suite on a fait Combo, par la suite on a fait relâcher à Belle-Ombre, par la suite la vallée de Ferney, et on a commencé il y a quelques années avec la forêt ici qui est à Chamarel, Ebony Forest, et on continue ce programme, on améliore le programme de réintroduction de la grosse cateau verte. Donc même après 25 ans, on apprend toujours, on est toujours en train de peaufiner les techniques de relâcher de ces oiseaux. Alors c'est une très grande fierté parce que pour moi c'est 25 ans de travail. 25 ans de cela qu'on avait relâché les 3 oiseaux qui étaient élevés en captivité, on avait moins de 50 individus en nature. Aujourd'hui nous avons plus de 800 individus en nature. C'est-à-dire en 25 ans, on a pu augmenter la population de plus de 16 fois. Et on a, en termes de distribution de population, on a augmenté ça plusieurs fois. Et c'est reconnu aujourd'hui que la conservation de la grosse cateau verte est le plus gros succès de conservation de perroquets au monde. On peut être dans notre petite île Maurice et sans se rendre compte que des petites actions comme ça que nous prenons ont une portée internationale, pour ne pas dire globale. Cela ne veut pas dire que les risques, que les défis qui guettent cette population sont partis. Malheureusement, la grosse cateau verte fait face à des prédateurs, à la déforestation, à la dégradation de la forêt et des maladies qui arrivent avec des perroquets introduits d'ailleurs. Et on doit bien sûr mettre tout en œuvre pour que la grosse cateau verte continue à augmenter en termes de nombre et en termes de distribution à Maurice. Mais je vois plus en avant aussi, parce que la grosse cateau verte était aussi présente à La Réunion. Donc je verrai bien un jour, dans les années à venir, que la grosse cateau verte se retrouve de nouveau à l'île de La Réunion et bien sûr rebondir sur toutes les actions, sur tout le succès qu'on a à Maurice pour pouvoir le faire. 25 ans de cela, ce n'était pas permis de rêver avoir la grosse cateau verte immédiatement dans la forêt à La Réunion. Aujourd'hui, avec plus de 800 oiseaux, on peut se permettre de faire une réintroduction de la grosse cateau verte vers l'avenir. Juste une dernière chose, j'avais posé la question la fois dernière, en tant que scientifique, on ne s'attache pas aux oiseaux, aux animaux. En tant que personne, on a quand même une sorte de lien. Comment vous vous sentez là, vous, personnellement, ce matin? Je suis très heureuse déjà. Je ne dirais pas que j'ai un attachement parce que, comme vous dites, il ne faut pas s'attacher aux oiseaux, mais bien sûr, comme n'importe quel humain qui s'est occupé d'eux, je suis super contente que tout s'est bien passé, qu'ils vont bien. Et je serais super contente de les voir s'envoler aujourd'hui et de les voir avoir leur liberté. Et donc il y a plutôt cet attachement, on va dire, au niveau biologique de la chose, que je suis contente de les voir s'envoler en fait.
Janvier 2023. 11 mois depuis que des parakeets ont été relâchés. Ils sont là, quelque part, dans la forêt. Ils ont désormais conquis leur territoire. Denis, c'est un grand jour aujourd'hui, comme tous les jours en fait. Mais aujourd'hui, c'est assez spécial. On se prépare à libérer encore un batch. Oui. Donc l'année dernière, on avait fait un relâché de 10 éco-parakeets. Et cette année-ci, on recommence. Donc cette année-ci, on a doublé le nombre. Donc on a 20 oiseaux, donc 19 oiseaux. Mais on va les relâcher en 2 groupes. Donc ce matin, on va relâcher 9. Les 10 autres vont suivre dans 1-2 semaines. Parce qu'ils ont un décalage d'âge. Donc c'est seulement les plus vieux et ceux qui sont plus près qui vont sortir aujourd'hui. Par rapport au batch de l'an dernier, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on a appliqué pendant 1 an, on va dire? Alors, par rapport à l'année dernière, on s'est pris un peu plus tôt. Donc, on a pris les chicks un peu plus jeunes dans le nid, dans l'espoir qu'ils s'établissent un peu mieux sur le site. Donc, qu'ils soient plus fidèles au site de relâcher. Parmi ceux qui ont été relâchés l'année dernière, ils reviennent, ils ont commencé à s'habituer au lieu. Il y en a un qui est régulier, qui reste là tout le temps. Et il y a 2 ou 3 qui tournent dans le village de Chamarel, mais qui sont beaucoup plus sauvages, donc ils viennent à peine manger chez nous. Donc, on va dire, on pourrait faire mieux en termes d'establishment des oiseaux. C'est pour ça qu'on essaie avec des oiseaux plus jeunes. Ils seront bientôt rejoints dans les airs par de jeunes parakeets, mais aussi par des spécimens d'une des espèces les plus fragiles et rares au monde, le olive white-eye, l'oiseau à lunettes, relâché pour la première fois à l'intérieur de l'île. Tout est donc mis en place pour s'assurer à ce qu'ils reviennent dès qu'ils seront lâchés alors? Oui, exactement. En fait, tout au long de l'année, on va donner ce qu'on appelle le supplementary food. Donc, c'est des croquettes spéciales pour les oiseaux insectivores et fructivores. Ils auront leur eau sucrée pour le nectar. Et ils ont aussi du insect mix, donc pour les insectes, pour avoir des protéines. Parce qu'en fait, les oiseaux, souvent quand ils se reproduisent, ils ont besoin d'une bonne source de nourriture pour pouvoir assurer la survie de leurs oisillons, etc. Donc du coup, on veut les donner l'habitude tout au long de l'année d'avoir cette nourriture pour qu'ils n'ont pas ce stress de trouver de la nourriture pendant qu'ils vont se reproduire. 80 paires sur la liste rouge des espèces en voie d'extinction de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les rats, les macaques, les oiseaux comme le goulboul détruisent sans pitié leurs nids et leurs œufs. On voit que le feeding station est aussi très sécurisé. Oui, alors c'est une feeding station qui a été conçue. Ici, si on ferme, on peut fermer. Et puis il y a un toit pour protéger de la pluie. Donc en gros, ça se met comme ça. Et ça a été conçu spécialement pour que les pic-pics et les olives, donc les 2 petits passereaux endémiques, puissent rentrer, mais que les autres passereaux ne puissent pas rentrer. Donc du coup, il ne peut pas avoir un partage de bactéries, de maladies entre les oiseaux exotiques et les oiseaux endémiques. Donc ils peuvent se faufiler entre les barreaux, on va dire. Exactement. Ils vont passer entre les barreaux et les autres oiseaux vont essayer de rentrer mais ne pourront pas passer plus que leur tête. Ça a été testé, je suppose? Oui, ça a été testé auparavant.
Water chez le mainland. Et qu'avant, un premier release a déjà été fait, mais sur l'île aux aigrettes, qui est une île isolée. Donc du coup, c'est une grande première. Et j'imagine que quelque part, il y a quand même pas mal de, pas de l'excitation, mais un contentement ou même une appréhension peut-être? Oui, forcément un peu stressé parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais en même temps, on a tellement tout calculé, tout prévu pour le bien-être dans la forêt ici, qu'on a choisi aussi des feeding stations dans certains territoires qui sont propices au bon développement de l'oiseau. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un souci du moins. Et puis il y aura leur instinct aussi qui va les aider. Exactement. À Ebony Forest, on a la chance d'avoir énormément d'insectes. Donc du coup, au niveau d'une source de nourriture qui est très abondante pour les oiseaux. On a beaucoup de fleurs endémiques aussi. Les oiseaux adorent les fleurs endémiques. Donc du coup, il y a du nectar pour eux. On les donne leur eau sucrée au cas où. Mais ouais, l'environnement en tout cas est propice à la survie de l'oiseau. Quand on dit eau sucrée, c'est dilodicique. Comment Exactement. C'est simplement du sucre roux et de l'eau. Donc c'est pour apporter tout ce glucose que l'oiseau a besoin et qu'il trouve dans les fleurs. L'oiseau à lunettes est en danger. Aujourd'hui, 4 spécimens seront relâchés. Tout a été préparé pour aider les oiseaux durant les premiers vols en liberté. Vu que c'est le jour du release, je vais mettre des fleurs et des fruits parce que les oiseaux sont habitués à certaines fleurs, dont l'hibiscus qu'ils adorent, et à certains fruits. Ils ont leur préférence pour la papaye, le raisin, le melon d'eau. Donc c'est juste pour qu'ils voient où se trouvent les stations, parce que c'est la première fois qu'ils vont être relâchés. Donc du coup, ils ne vont pas savoir où se trouvent les feeding stations, comme on appelle. Donc du coup, pour faciliter la vision, le premier jour, on va mettre des fruits et des fleurs aussi. Et à partir de demain, ils connaîtront, ils sauront où sont la feeding station, donc ils viendront directement, ils auront leur eau sucrée, leur dish. On vous a vu extrêmement attentive au mouvement de l'oiseau à lunettes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces premiers moments de liberté? On peut dire que déjà c'est la découverte. Les oiseaux se sont directement jetés sur les fleurs qu'ils ont vues dans la forêt. Donc c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas stressés, ils veulent déjà se nourrir. Ils passent d'un arbre à un autre arbre. C'était vraiment la découverte. Donc ils restent autour des volières pour l'instant. Et ils se suivent les uns les autres, ils s'appellent, ils découvrent les arbres, les insectes. Donc c'est très bien, ouais. Ils sont très curieux. Quelle est la différence fondamentale entre le parakeet par exemple et l'oiseau à lunettes? Alors pour l'oiseau à lunettes, ce n'est pas le même processus que les parakeets. Donc il y a beaucoup de prédation des œufs dans le wild, donc dans la forêt. C'est pourquoi on prend les œufs. On va les faire éclore artificiellement, donc dans des incubateurs, au sanctuaire du National Park and Conservation Services à Rivière-Noire. Puis on va élever à la main ces oisillons, donc depuis leur naissance jusqu'au moment où ils quittent le nid. Quand ils quittent le nid, ils sont mis dans ce qu'on appelle des fledging cages, donc c'est des petites cages dans lesquelles ils vont apprendre à voler. Quand ils apprennent à voler, on va les mettre dans des grandes volières pour qu'ils apprennent à chasser les insectes par eux-mêmes et à manger dans les fleurs pour avoir le nectar naturellement. Bien entendu, on les donne en même temps de la nourriture pour qu'ils ne manquent de rien. Et puis, on va ouvrir ces volières et c'est là que la découverte se passe, c'est qu'ils découvrent la forêt pour la première fois. Après de très longues minutes d'hésitation, les oiseaux quittent enfin leur volière et déploient leurs ailes. Quand on les prend comme ça en main dès l'œuf, on va dire, jusqu'à maintenant, on leur donne plus de chances de survie alors. Exactement, parce que les rats et les singes mangent principalement les œufs. Donc c'est pourquoi si on n'investe pas les œufs, donc si on ne rescue pas les œufs, on a moins de chances d'avoir la survie de l'espèce plus tard. C'est pour ça qu'il faut les prendre le plus tôt possible, donc quand les parents pondent les œufs. C'est votre métier, c'est votre passion, c'est votre vie. On s'attache plus au parakeet ou à l'oiseau à lunettes?
Je ne saurais dire parce que j'aime les deux espèces autant. C'est un travail différent et les deux oiseaux sont très attachants, donc je ne pourrais pas dire de préférence. C'est pas possible. Nous non plus. Sauver des espèces endémiques menacées d'extinction, une mission qui engage toute une nation. Dans le passé, Maurice a perdu des espèces à cause de la déforestation à outrance, mais ces 50 dernières années, elle a fourni des efforts constants afin de préserver avec abnégation ce qui lui reste. Ces efforts, combinés des ONG et de l'État, ont permis la survie d'espèces uniques au monde, qui font la fierté des Mauriciens. Notre faune et notre flore sont des dons de la nature à protéger jalousement et à transmettre sans condition aux générations futures.